actifs, familles monoparentales, travailleurs saisonniers, seniors en quête d'un habitat adapté, ménages confrontés à la précarité énergétique ou à la mobilité subie. Derrière ces différentes réalités, une même urgence, celle de repenser l'offre de logement pour la rendre plus souple, plus équitable, plus ancrée dans les réalités locales. Une offre capable d'accompagner les parcours de vie plutôt que de les freiner. Alors comment agir ? Quel levier mobiliser à l'échelle des territoires pour répondre à ces besoins pluriels ? Quel rôle pour les élus, les services de l'État, les bailleurs, les acteurs du financement ou de l'accompagnement ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre avec Thierry Repentin, président de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, et maire de Chambéry, si vous voulez bien me rejoindre, Thierry Repentin, Gilles Averrousse, président de l'association Ville-de-France et maire de Châteauroux, Romain Royet, préfet de la Haute-Saône, Mathieu Aufovre, directeur régional de la Banque des Territoires en Bourgogne-Franche-Comté, et Florent Trublet, directeur régional d'Action Logement Service dans cette même région. Messieurs, bonjour. Bonjour. Une table ronde 100% masculine. Ça arrive encore. Voilà, c'est tout à fait. Thierry Repentin, je me tourne d'abord vers vous. En tant que président de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, vous avez une vue d'ensemble des fragilités du parc de logement en France. Quels sont, selon vous, les grands manques ou inadéquations qui freinent aujourd'hui les parcours de vie dans nos territoires ? Bonjour à toutes et tous. Alors, vision générale, évidemment, quand on parle de l'ANA, on parle de l'accompagnement à l'égard du logement privé, mais il faut redire en 2 minutes le contexte national sur la question du logement. Je crois qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'on est dans une crise du logement profonde qui touche tous les segments du logement en France, le segment du logement locatif social, le segment de l'accession sociale ou aidée à la propriété, le segment de la promotion immobilière à destination de propriétaires occupants ou de propriétaires bailleurs. C'est ça la réalité, ce qui se traduit par le fait qu'on ne sort plus du parc de logements locatifs pour accéder à la propriété. Et pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que nous ne sommes pas encore vraiment dans le cœur de la crise du logement, qu'elle arrivera sans doute dans les 2 ans qui arrivent, parce qu'on est sur une crise structurelle. Pour inverser la courbe d'une crise structurelle, il faut prendre des décisions. Elles ne produisent des effets en matière de logement que 2 ou 3 ans après. Donc voilà, on est dans un moment très difficile sur l'ensemble de nos territoires, d'où finalement l'importance que revêt le parc existant, puisque ça aussi c'est une donnée qu'on doit avoir en tête, c'est que les logements qui existeront en 2050 sur le territoire national, à plus de 80%, ils sont déjà construits. Ouais. Ils sont déjà construits. C'est le parc existant, d'où l'impérieuse nécessité de faire que sur ce parc existant, il soit en capacité d'accueillir nos concitoyens dans des conditions qui respectent les engagements, enfin les changements climatiques, que le logement vacant existant dans ce parc, il y ait une reconquête qui soit faite, territoire par territoire, et ça concerne aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, et que du coup c'est là que l'agence intervient à travers, effectivement, vous l'avez dit, des grandes transitions qui sont devant nous. Ces grandes transitions, c'est les transitions écologiques et démographiques. Transition écologique parce que notre pays a pris des engagements internationaux à travers ces grands rendez-vous mondiaux qu'on appelle les COP, dans lesquels le pays s'engage à des horizons à 20, 30, 40 ou 50 ans. Et ensuite, il faut une déclinaison secteur par secteur. Dans le logement, c'est un des sujets très importants puisque c'est 20% des rejets de gaz à effet de serre. Et donc, ces grands enjeux de la transition écologique doivent se traduire par un accompagnement à l'égard de celles et ceux qui veulent changer leurs conditions de vie, faire que leur logement ne devienne pas désuet,
qu'ils sortent du parc de location, puisque la réglementation accompagne ces grands engagements internationaux et dans quelques années, on ne pourra plus soit vendre, soit louer, soit faire évoluer les loyers des appartements qui sont loués si vous ne correspondez pas à un certain nombre de normes en matière thermique. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis 2020, est déployée sur le territoire national MaPrimeRénov', qui a intéressé 2 500 000 ménages en engageant à peu près 37 milliards de travaux. Et la deuxième transition, je pourrais revenir évidemment s'il y a des questions sur la première, c'est la transition démographie. C'est-à-dire c'est le vieillissement de la population. Et là aussi, il y a un enjeu majeur, puisque on sait, avec les effets du baby-boom, le souhait aussi de nos compatriotes âgés de rester plus longtemps dans leur domicile plutôt que de rejoindre des structures privées. Par ailleurs, si c'est possible, ça coûte bien moins cher à la collectivité locale. C'est cette transition démographique avec la mise en place notamment d'un nouveau produit qui s'appelle MaPrimeAdapt et qui vise à modifier, transformer les appartements pour qu'on puisse y rester plus longtemps. C'est un produit récent, 1er janvier 2024, mais déjà près de 40 000 logements ont été engagés. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que tout cela, ces transitions, ne peuvent réussir qu'avec les territoires. En France, la politique du logement, elle a une impulsion nationale, mais c'est une politique qui est très déconcentrée, où l'initiative locale, elle est essentielle pour obtenir des résultats. Il n'y a pas au niveau de la nation un ministre qui tient le stylo de celles et ceux qui décident localement. Tout ça, c'est sur la volonté de celles et ceux qui sont élus, qui s'organisent à travers les politiques locales de l'habitat et plus particulièrement de ce qu'on appelle le bloc communal et qui se décline à travers des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des programmes d'intérêt généraux pour aller vers les collectivités. Et nous, agence, nous appuyons sur un service public qui a été mis en place depuis 3 ans, qui est France Rénov', présent sur tout le territoire national, dans tous les EPCI de France, plus de 600 espaces Rénov', 2800 conseillers au service des territoires, cofinancés par l'agence, mais également les collectivités territoriales. Merci beaucoup. Romain Royer, Thierry Repentin parlait effectivement de l'enjeu de rénover le parc existant. Vous êtes préfet de la Haute-Saône, un territoire rural avec une faible densité de population. Et donc, l'enjeu, vous, c'est effectivement pas tant d'avoir peu de logements, mais c'est en effet un parc vacant qui est peu attractif, car dégradé, avec aussi un enjeu de mobilité de vos jeunes, avec une dispersion des bassins d'emploi. Vous avez tout dit. Effectivement, moi, je vais aborder un sujet qui est un sujet plus local, parce que vous l'avez souligné, Monsieur le Président, il n'y a pas une crise des logements, il y a des crises des logements, il y a des crises des logements dans des territoires qui ont des compositions de logements qui sont extrêmement variées. Et en Haute-Saône, on a une dimension de cette crise du logement, mais on ne les a pas toutes. Celle qu'on n'a pas, c'est la pression démographique, parce que ça a été évoqué d'ailleurs ici même tout à l'heure, on a une population, notamment sur le nord du département, qui baisse, et un taux de vacance des logements de façon globale qui est un peu plus élevé que la moyenne, on est 2-3 points au-dessus de la moyenne. On retrouve les autres dimensions que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire l'inadaptation du parc à la transition écologique, au confort thermique, au vieillissement de la population. Mais au-delà de ça, on pourrait se satisfaire de se dire c'est bien, il y a moins de pression, les prix baissent qu'à l'achat ou à la location. C'est vrai qu'on peut être locataire ou propriétaire assez facilement en Haute-Saône, je vous recommande. Le constat qu'on a, c'est que de l'autre côté, on parle population vulnérable, je crois que c'est l'intitulé de notre table ronde, c'est qu'on a un problème de mobilité des jeunes, que ce soit pour aller chercher des emplois ou d'aller chercher des formations professionnalisantes ou pour faire des études supérieures. Et c'est ce constat-là qu'on a partagé avec l'ANCT qui nous a amené à créer un dispositif un petit peu novateur. Enfin, il est pour l'instant novateur parce qu'il est en cours de création et de déploiement, qui a été de dire comment ça se fait que dans un territoire où nos jeunes, ils ont des bons résultats à l'école maternelle, ils ont des bons résultats à l'école primaire, ils ont des bons résultats au collège. C'est-à-dire que l'école rurale, elle amène les jeunes avec des compétences qui sont supérieures ou égales, mais en général supérieures à l'école urbaine. C'est ça la réalité statistique dans ce département. Et puis ensuite, ça s'effondre.
Ensuite, ça s'effondre, c'est-à-dire qu'un département comme la Haute-Saône, vous avez une part de population diplômée Bac+3 qui est 10 points inférieure à la moyenne nationale, ce qui est quand même des chiffres qui commencent à être préoccupants, c'est plus l'épaisseur du trait. Et donc notre volonté, ça a été de dire il faut qu'on active la politique de logement pour lutter contre les déterminismes, parce qu'on connaît le déterminisme bourdieusien social sur l'accès aux grandes études, le plafond de verre. On a un déterminisme territorial que j'évoquais à l'instant qui est extrêmement fort, qui est lié à la distance au centre de formation, à la distance à la grande ville. Puis j'en rajoute toujours un qui est en plus très vrai dans le département dans lequel je suis actuellement, qui est le déterminisme de genre, qui est aussi fait que les jeunes filles s'orientent plus en général sur des filières universitaires plus courtes. Donc tout ça, pour en revenir au logement, ça c'est le constat qu'on fait et on se dit comment on lutte contre ça, comment on fait que des jeunes qui viennent parfois de Fougerolles, qui viennent d'Evillers, qui sont des communes qui sur la carte sont à quelques dizaines de kilomètres de Vesoul, ne vont pas candidater pour un BTS à Vesoul. Pourquoi des gens qui habitent à Grès ne vont pas aller alors qu'on est à 40 km de Besançon jusqu'à Besançon? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et là, le sujet du logement, il nous revient dessus très, très rapidement. Il arrive sur les étudiants, il arrive aussi sur les jeunes actifs. J'ai rencontré des jeunes missions locales qui me disent, bah, voyez, Bidule, il veut faire une formation à Saint-Loup-sur-Semouse. Il y a un atelier, une entreprise qui fait du bois, il fait des meubles en bois, il rêve d'être menuisier. Et simplement, bah, sa formation, il faut qu'il soit à 6h du matin, tous les matins à Saint-Loup-sur-Semouse. Il habite à Luxeuil, c'est juste, sans voiture, c'est juste impossible, ça ne peut pas exister. Et Saint-Loup-sur-Semouse, vous avez un taux de vacances des logements de 20%. Et on me dit, il n'y a nulle part où le faire loger, ne serait-ce que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à Saint-Loup-sur-Semouse pour qu'il suive sa formation. Donc l'idée a été d'activer un dispositif qui existait déjà au sein de l'agence, qui est la Espace sur demande. Espace sur demande, et de dire bon, on va utiliser Espace sur demande, cet outil qui a été développé par les intrapreneurs, c'est comme ça qu'on dit, de l'agence, pour en faire un outil de mise en relation de l'offre et de la demande, et surtout de mise en cohérence. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de refaire Airbnb sait le faire, c'est de dire, on a une partie du parc qui est activable. Moi, j'aime bien citer l'exemple des résidences personnes âgées où parfois il y a 2, 3, 4 places qui sont libres, qui pourraient permettre à un apprenti d'être logé pendant 2, 3, 6 mois, enfin des choses assez simples. On a des sujets récurrents sur des internats scolaires où on nous dit, bah oui, c'est pour des scolaires, on ne peut pas accueillir d'étudiants, ou on ne peut pas accueillir un jeune qui est suivi à la Chambre des métiers en formation professionnelle, ce qui est intellectuellement se conçoit sur le plan du droit. Sur le plan pratique, quand on dit ça aux jeunes en disant il y a des places mais on ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas le bon statut, n'est pas acceptable. Et donc l'idée c'était d'activer ce parc de logements d'hébergement classique connu, et aussi de proposer de la location chez l'habitant, parce que quand on a 86% de propriétaires, 81 ou 82% de résidences individuelles, enfin de maisons et non d'appartements, une population âgée, ça veut simplement dire, je ne sais plus quelle est la statistique, mais qu'on a beaucoup de pièces par habitant. Les ménages sont petits, les maisons sont grandes. Ça veut dire que tout le monde en Haute-Saône reçoit sa famille pour Noël, pour les vacances, voilà. Et l'intuition qu'on a, c'est de dire, si la petite dame de Saint-Loup-sur-Semouse, elle est capable de recevoir ses petits-enfants en juillet et en août, elle est peut-être capable de recevoir de janvier à avril un jeune qui est en formation, un apprenti. Et puis, on peut même imaginer qu'on l'accompagne pour que tout ceci soit parfaitement déclaré, que la partie fiscale soit traitée avec les services fiscaux, que les ouvertures de droit, par exemple avec la CAF, soient aussi traitées. Et donc on a cet outil qui est l'extraction de la plateforme Espace sur demande pour en faire un hébergement à la demande avec une logique non pas d'Airbnb mais d'intermédiation, c'est-à-dire que le conseiller de mission locale ou le conseiller, la personne qui reçoit le jeune dans son centre de formation, dans son centre d'études, puisse l'accompagner pour trouver la meilleure solution et accompagner aussi, faire la mise en relation le propriétaire pour régler ces difficultés ou parfois ces irritants où il faudra effectivement être un petit peu peut-être originaux. Donc, voilà le schéma. C'est une petite chose. Moi, je trouve que ça répond à peu près à ce que disait Thierry Repentin, c'est-à-dire que l'initiative, elle part du territoire. On voit qu'on a cette difficulté. On développe et on expérimente. Maintenant, je le disais à Yasmina tout à l'heure, on accepte aussi le droit à l'erreur et on verra si ça marche. L'idée, c'est en cours, et c'est pour ça que je suis assez content, parce que ça a ouvert hier, que le dispositif soit prêt pour l'ouverture de Parcoursup et les premières décisions d'orientation des élèves. Et ce qui est intéressant aussi, Romain Royer, dans votre démarche, c'est que vous avez adapté cet outil national, Espace sur demande, vraiment aux spécificités
locales, ce qui montre bien qu'il y a un vrai dialogue avec les collectivités sur place pour adapter les outils pensés au niveau national. Ah oui, moi j'aime beaucoup cette idée on a un outil qui a été développé, qui est un outil numérique, comme on en a chacun dans nos poches, avec nos téléphones, et que derrière, on a la capacité collective à faire du fine-tuning, quoi, et à dire exactement, voilà ce dont on a besoin sur un territoire comme le nôtre, qui est caractérisé par ses difficultés de transport, ses difficultés d'accès au logement, ses difficultés d'accès à la formation. Encore une fois, je ne sais pas si on fait un modèle. En tout cas, je trouve que la démarche est assez modèle parce qu'elle part du territoire et on va voir si elle fonctionne de façon assez directe dans les prochains mois. Florent Trublet, vous êtes le directeur régional d'Action Logement Service en Bourgogne-Franche-Comté. Votre mission, je le rappelle, c'est de faciliter l'accès au logement pour les salariés et en particulier pour les plus précaires et favoriser par ce biais l'emploi. Et pour remplir cette mission, vous avez principalement 2 leviers, la construction et le financement de logements abordables d'un côté, et puis des aides de services pour accompagner les salariés de l'autre. Sur le premier volet, le volet construction et financement de logements abordables, quels sont vos moyens d'action ? Alors sur le premier volet, c'est d'accompagner les collectivités ainsi que les porteurs de projets, qu'ils soient bailleurs privés, bailleurs sociaux, parce qu'on accompagne aussi les bailleurs privés, dans les projets de production, de rénovation, voire de remise sur le marché de logements vacants, ce qui est particulièrement important, l'évoquer à l'instant sur le fait que le logement de demain, il est à 80% déjà existant, donc dans cette quête d'économie foncière, de sobriété foncière, l'idée c'est d'exploiter le déjà là. Et à chaque fois qu'on nous porte un projet, on va avoir une attention toute particulière pour les logements de petite typologie, du fait du besoin de logement des jeunes, d'une part, mais aussi du fait de l'évolution de la société. On a parlé tout à l'heure de vieillissement, donc le ménage a besoin de moins de pièces lorsqu'il est 1 ou 2 que lorsqu'il était 4 ou 5. Aussi les décohabitations qui font qu'on a besoin de logements de plus petite taille. Donc l'idée, c'est en partant de logements de taille plus conséquente, d'en faire des logements via la rénovation, la restructuration des logements de plus petite taille. Et tout ça, avec, vous l'avez évoqué, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises des territoires. On parlait à l'instant d'attractivité et de comment est-ce qu'on fait venir et déplacer les jeunes sur le territoire. Donc tout ça, ça se fait forcément en lien avec les bassins d'emploi et idéalement au plus proche des cœurs de ville ou des cœurs de bourg, parce qu'il y a notamment un impact qui est sur les déplacements. Moins il y a de déplacements, plus il y aura de pouvoir d'achat, notamment pour les ménages les plus fragiles. Et puis ça permet aussi, dans une dynamique plus globale autour notamment du programme Action Cœur de Ville, de recréer de la dynamique dans les cœurs de ville, les cœurs de bourg qui se sont vus désertés depuis un certain nombre d'années. Et je crois qu'il y a un exemple emblématique que vous vouliez partager avec nous, c'est le foyer Saint-Jean à Dole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors si on parle de logement des jeunes, par exemple, on va avoir ce type de projet. Donc là, on parle d'un foyer de près de 70 logements qui, parce que dans un secteur protégé, était difficile à rénover. Donc nous avons accompagné la collectivité, donc en l'occurrence le Grand Dole, en tout cas la commune de Dole, pour rénover ce foyer avec notamment une subvention d'1 million d'euros qui a permis de débloquer ce projet. J'entends régulièrement le fait que s'il n'y avait pas eu cette subvention, le projet ne voyait pas le jour. Et encore récemment, j'étais à l'Assemblée générale de cette structure et c'était un plaisir que d'entendre que 70% des occupants de ce foyer sont aujourd'hui soit des alternants, soit des jeunes actifs. Donc tout ça, ça rend service à la collectivité parce que ça crée de l'attractivité et puis ça rend service aux entreprises du territoire, quelle que soit leur taille, parce que ça permet de loger des jeunes et de faire venir des jeunes sur le territoire. Et en l'occurrence, sur la Bourgogne-Franche-Comté, un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le ralentissement démographique
avec un vieillissement de la population qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Donc, il faut qu'on s'occupe de nos anciens, mais il faut aussi qu'on fasse venir des jeunes pour pouvoir inverser cette tendance. Et parfois, on peut faire les deux ensemble. C'est tout l'objet aussi de ces structures intergénérationnelles que vous financez également. Tout à fait. En l'occurrence, là, on pourrait parler d'un projet qui est en cours, qui répond même à trois contraintes. La zone frontalière, qui sur la Bourgogne-Franche-Comté est un vrai sujet, puisqu'on a 250 km de frontières avec la Suisse. Donc, on est à Pontarlier. La rénovation d'un bâti ancien, donc l'ancien hôpital de Pontarlier, donc en plus un bâti, j'ai envie de dire, de qualité. Et la filiale du groupe Action Logement, pour le coup, qui va porter le projet, est accompagnée, entre autres, par Action Logement Service, pour pouvoir créer une résidence intergénérationnelle avec, de mémoire, c'est 25 logements jeunes actifs et 28 logements seniors, ce qui fait que du coup, on répond au double défi, celui de créer du logement pour les jeunes sur cette zone frontalière qui est un vrai sujet puisque le logement y est cher et que les jeunes qui débutent dans la vie sont souvent obligés d'aller s'installer à 20 ou 30 km, ils s'éloignent de la frontière pour pouvoir trouver un logement décent et puis répondre aussi au vieillissement de la population en offrant de manière égale une offre pour nos seniors. Alors, il y a cette action sur l'offre de logement, et puis il y a aussi les aides directes fournies aux ménages pour faciliter leur mobilité. Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, là, on a parlé beaucoup de bâti. À côté de ça, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les salariés des entreprises. Et donc, l'an dernier, c'est 780 000 aides qui ont été délivrées à l'échelle nationale. C'est plus modeste sur la région puisque ça va être 27 000 aides. Mais l'idée là, c'est d'accompagner les mobilités des salariés sur le territoire, qu'elles soient voulues ou non. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi faire le choix de venir en Bourgogne-Franche-Comté. Pour ceux qui n'habitent pas ici, je ne suis pas originaire d'ici, c'est une très belle région. Et puis il y a ceux qui, pour des raisons de restructuration ou d'absence d'emploi là où ils sont, vont venir sur la région. Donc on va pouvoir les accompagner d'une part pour trouver un logement, parce que à chaque fois que nous prêtons de l'argent ou qu'on en distribue sous forme de subvention, nous prenons des réservations locatives auprès du bailleur concerné et pour pouvoir y loger des salariés du territoire. Donc on a deux plateformes, une dédiée au logement social et puis une seconde qui est dédiée au logement, j'ai envie de dire libre, qu'on va retrouver les logements Action Cœur de Ville, on va retrouver les logements loués pour l'emploi, les structures collectives type Habitat Jeune, on va les retrouver dans cette plateforme. Et puis derrière, on va pouvoir, sur ce même salarié, sécuriser son entrée dans les lieux. Alors pour l'alternant, on va pouvoir mobiliser le Mobili Jeune, donc c'est une subvention qui va jusqu'à 100 € pour qu'il puisse payer son loyer tout le temps de sa formation. On va pouvoir l'aider à financer son dépôt de garantie. On va pouvoir se porter garant pour lui avec la garantie Visale. Et puis on peut aussi, dans l'étape d'après, accompagner la rénovation du logement de l'occupant avec des pré-travaux ou, et on évoquait tout à l'heure, parce que libérer de la place dans le parc locatif, c'est aussi permettre aux potentiels acquéreurs de passer le cap. Donc on va pouvoir aussi accompagner les salariés des entreprises via un conseil en financement et via des pré-accessions pour justement basculer de locataire à accédant à la propriété. Comme ça libère une place pour ceux qui arrivent derrière. Et puis il y a aussi ceux qui rencontrent des difficultés dans la vie qu'on va pouvoir accompagner parce que les vies ne sont pas linéaires. Une carrière, ça dure 42 ans. Il peut s'y passer plein de choses positives et puis des fois quelques accros. Donc on va accompagner aussi les salariés confrontés à ce genre de difficultés. Et comment vous travaillez avec les élus, les collectivités qui sont dans cette démarche-là de rénovation, de logement, du parc de logement, d'habitat et d'accompagnement de leurs administrés ? Alors à ce niveau-là, on travaille beaucoup en coopération. C'est un gros sujet sur le renouvellement urbain, c'est un gros sujet également sur Action Cœur de Ville, puisque finalement, si on fonctionnait chacun dans notre canal, ça ne fonctionnerait pas, puisque les collectivités
difficultés nous réoriente des porteurs de projets. Et puis nous, on va accompagner les deux sur ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc là, il y a ce côté très coopératif dans la mise en œuvre des projets. Et puis, on va avoir aussi une coopération sur la partie prospective, dans le sens où ça a été évoqué tout à l'heure par M. Repentin, le temps de l'immobilier, il est long. Et lorsque une dynamique de territoire s'enclenche, et en l'occurrence sur notre région, je pense beaucoup à la réindustrialisation, si on ne s'éclaire pas sur le besoin de demain, collectivement, à un moment, on va être au pied du mur. Et finalement, les entreprises auront besoin de salariés, sauf qu'on n'aura pas la solution pour les loger. Donc là, sur la prospective, ça nous permet ensemble d'imaginer les besoins, en tout cas identifier et imaginer les besoins de demain. Gilles Averrousse, vous êtes président de Villes de France, porte-voix des villes moyennes auprès des pouvoirs publics nationaux et européens. Vous êtes également maire de Châteauroux. Est-ce que dans votre ville, vous travaillez avec Action Logement ? Oui, bien sûr. Et j'oserais même dire, si Action Logement n'était pas autour de table du dispositif Action Cœur de Ville, on ne connaîtrait pas le succès qu'on vantait depuis ce matin. Ça a été vraiment déterminant et ça a apporté quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'Action Logement vient en soutien d'opérations immobilières, mais historiquement, ça a toujours été le cas, puisque c'est sa vocation. Ça a été longtemps en prêt à taux zéro. C'est désormais en prêt à taux bonifié, en soutien financier auprès des bailleurs généralement publics. Mais la nouveauté, c'est cette aide en subvention maintenant, en financement d'opérations, qui a permis de rendre rentables des opérations qui ne l'auraient jamais été. Et dans nos centres-villes, on souffrait d'une présence d'immobilier, quelquefois à l'abandon depuis 30 ans ou 40 ans. Tout à l'heure, on parlait de logements vétustes, mais on a aussi des bâtiments à d'autres vocations. Si je prends l'exemple de Châteauroux pour répondre à votre question, on avait une ancienne école à l'abandon, mais fermée depuis 30 ans, qui était une ancienne école privée, sur laquelle personne ne s'intéressait, puisqu'il n'y avait aucune rentabilité à faire les travaux et à trouver un revenu qui puisse permettre d'amortir l'opération. Grâce à l'intervention d'Action Logement, un porteur de projet privé a investi, a racheté le bâtiment, a réhabilité l'ensemble du patrimoine immobilier pour en faire du logement pour ouvriers, pour des jeunes actifs en l'occurrence aussi. Et je prends l'exemple de Châteauroux, mais c'est vrai partout. Vous parliez de Dole, j'ai eu la chance d'aller visiter Dole il y a quelques mois. C'est flagrant à Dole de voir l'ensemble des bâtiments qui sont en cours de rénovation. C'est une reconquête du centre-ville massivement fait par le logement. Et c'est essentiel, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, en termes d'activité, d'attractivité du centre-ville. On dit que commercialement, 40% du chiffre d'affaires d'un commerce est fait par les gens qui habitent autour du commerce, donc qui habitent dans le centre-ville. Donc si vous n'avez pas de logement et si vous n'avez pas une offre qui permette de répondre aux attentes aujourd'hui de celles et ceux qui cherchent à venir habiter en centre-ville, on évoque souvent les anciens, mais on a le besoin aussi d'amener des jeunes en centre-ville. Eh bien, si on n'a pas du logement qualitatif, donc restauré récemment au standard, j'allais dire, attendu par nos nouvelles générations, et les anciennes qui ont d'autres critères, je pense notamment à l'accessibilité, les ascenseurs, choses comme ça, on n'y arrive pas. Et grâce à Action Logement, et ça se mesure vraiment concrètement aujourd'hui, on arrive à sortir ces opérations qui donnent un nouveau visage à nos centres-villes. Et le logement des salariés, c'est aussi un sujet fondamental pour vous. Vous avez été identifié territoire d'industrie et dans le cadre de ce programme, vous êtes allé sonder les entreprises des intercommunalités et le premier besoin qui ressort, c'est de pouvoir héberger leurs salariés. Exactement. Ce territoire d'industrie est un dispositif national que vous connaissez tous. Sur la précédente génération, on était nous sur un bassin d'emploi qui était commun entre l'agglomération de Châteauroux et la communauté de communes du Pays d'Issoudun. Quand on a, et c'est le sens de ce dispositif, mis autour de la table les chefs d'entreprise pour leur demander voilà, qu'est-ce que vous attendez de territoire d'industrie, quels sont vos besoins, on imaginait qu'ils allaient nous parler de bâtiments, de machines de production, de développement de leur outil de fabrication, et pas du tout. Leur première demande, c'était de dire aidez-nous à loger nos salariés. Parce qu'aujourd'hui, on leur offre un emploi, mais l'emploi, ça ne suffit pas. Ils ont besoin de trouver une solution d'hébergement pour ceux qui viennent de l'extérieur, voire une solution d'hébergement temporaire. Parce que moi, je suis dans un secteur rural, département de l'Indre, 220 000 habitants. On a pourtant des grands employeurs
Safran qui a 1600 salariés, Barilla qui en a 600, Louis Vuitton qui en a 500. Ils disent, nous, notre problématique, c'est un peu de retrouver ce qu'on a eu à l'époque de la révolution industrielle, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui, pour accompagner le développement de leur unité, devaient construire des cités ouvrières, avoir du logement. Ils disent, mais nous, c'est pas notre métier, donc aidez-nous à avoir cette offre de logement. Ce qui nous a amené à réfléchir à un panel, à une palette d'offres qui soit la plus diversifiée possible, logement classique avec du loyer au mois, mais aussi de l'hébergement temporaire pour une population, une main-d'œuvre qui habite ailleurs, qui va venir travailler 3-4 jours sur le secteur, mais qui ne viendra pas y habiter parce que le conjoint est dans une agglomération plus grande ou dans une métropole, et donc qui a besoin d'un deuxième logement à un coût supportable. Ce qui nous a amené, nous, à imaginer créer un produit qui n'existait pas sur notre territoire, qui est un produit d'appart-hôtel, qu'on a racheté une ancienne chapelle avec ses bâtiments conventuels, qu'on a entièrement rénové en appart-hôtel. Donc la semaine, c'est je dirais 90% des salariés d'entreprise qui sont là, soit qui viennent dans des entreprises où ils vont travailler toutes les semaines, soit qui viennent faire des chantiers, parce qu'il y a aussi cette typologie de public. Et le week-end, c'est plutôt un public touristique ou de rassemblements familiaux qui utilise. Et donc on l'a mis, on a porté le projet à l'échelle municipale, on l'a mis en délégation de service public. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, on a un peu pris un risque, parce qu'on est dans quelque chose d'inconnu. On n'avait pas du tout ce produit d'appart-hôtel sur le territoire. Et aujourd'hui, c'est une grande satisfaction parce que c'est très rentable, à la fois pour évidemment le délégataire qui l'exploite, mais pour nous aussi, on a un loyer fixe plus un intéressement sur le chiffre d'affaires. Donc tout le monde est content de ce nouveau produit qui permet de répondre aux besoins de l'entreprise tout en offrant aussi un complément d'hébergement touristique pour le week-end. Et au-delà de l'hébergement des salariés, quels sont quels sont les plus gros enjeux en matière de logement et d'habitat des petites villes moyennes, puisque je le rappelle, vous représentez ces villes-là avec Ville-de-France. L'enjeu, c'est de répondre à la problématique qu'évoquait tout à l'heure Thierry Repentin, c'est-à-dire de pouvoir relancer cette dynamique de construction de logements qui est durablement affaiblie. Et l'immobilier, c'est un secteur, Thierry l'a parfaitement dit, c'est tellement une grosse machine qu'entre le moment où vous mettez le carburant dedans et le moment où ça produit, il y a un laps de temps qui se compte en années. Thierry Repentin disait aussi la politique du logement elle est très déconcentrée. Je crois qu'on gagnerait aussi à la décentraliser en accompagnement de la déconcentration des services de l'État pour être le plus performant possible, au moins auprès des territoires qui sont volontaires. La loi a permis d'avoir des autorités organisatrices de l'habitat, les fameuses AOH, mais ça demanderait d'être un peu précisé et d'avoir aussi les moyens d'accompagner cette politique. Historiquement, l'investissement en termes de logement s'est fait par de la défiscalisation sur de l'impôt sur le revenu. On sait qu'aujourd'hui, ces dispositifs qu'on a tous connus en tête, Pinel, de Normandie, pour prendre que les plus récents, compte tenu de la situation financière du pays, on ne va pas repartir sur des dispositifs aussi massifs. Nous, ce qu'on dit à Ville-de-France, c'est qu'on pourrait remettre en place quelques dispositifs de défiscalisation, mais ciblés sur vraiment à l'échelle d'un quartier ou d'un îlot, particulièrement dans les villes qui sont Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain ou Village d'avenir. Celui qui restructure un secteur gare, qui va démolir des bâtiments Cernam, par exemple. On pourrait imaginer que cette opération elle est d'intérêt public et que là, on concentre des moyens pour aider à compenser le surcoût de démolition des dépollutions, parce qu'on sait que forcément ça va coûter plus cher que de faire de l'extension urbaine, tout en maîtrisant du coup pour l'État l'engagement financier, parce qu'on n'est pas sur un truc à guichet ouvert. On pourrait avoir des objectifs, on pourrait contractualiser sur un volume de logements. On se dit aussi qu'il faut réfléchir à un nouveau système de financement du logement. Il y a quelque chose qui marche bien et qui est généralement bien compris, c'est quand il y a soit un prix de prestation, genre pour l'eau, vous savez que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire sur votre facture d'eau, vous payez vos renouvellements de canalisation, sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, c'est pareil, c'est fléché. On a la taxe GEMAPI aujourd'hui sur la politique de l'inondation, on sait à quoi ça sert, on sait que ça ne va pas servir à autre chose, parce que les gens n'aiment pas l'impôt en se disant bon, ça part un peu dans un puits perdu. Nous on se dit il faudrait que le logement finance le logement, et aujourd'hui l'impôt sur le logement il existe déjà, parce qu'il y a les DMTO, les droits de mutation, mais qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas fléchés sur une politique de financement du logement, mais plutôt sur une politique de financement de la dépense sociale par alimentation des recettes des départements. Et je ne suis pas anti-département, je suis vice-président de département, et je ne dis pas qu'il faut réduire les recettes des départements, mais si
sur les cessions d'appartements, on avait une taxe qui finançait la construction d'autres opérations, ce serait vertueux parce que vous ralimentez aussi une machine à reproduire. De toute façon, il faut créer un intéressement. Si vous voulez que localement, le logement reparte, il faut que tout le monde se mette à la table et soit mobilisé. Ça peut être par la contrainte, par la contractualisation, mais c'est mieux d'y aller par la carotte et par l'intéressement à construire. Et je finirai sur l'exemple des énergies renouvelables. L'État nous a demandé pour le 31 décembre 2023 de faire une cartographie parcelle par parcelle, d'où on voulait développer de l'éolien, du solaire, de la méthanisation. On pourrait imaginer que l'État demande aux collectivités, aux intercommunalités plutôt compétentes dans le domaine du logement, de faire une cartographie de là où on peut construire, pour que chacun se mette autour de la table et qu'on se dise, ici on va faire une opération, on sait qu'on va faciliter, dans le territoire d'industrie, on a les sites clés en main où on s'engage en 9 mois à faire les instructions d'urbanisme. Il faut aujourd'hui qu'on passe un peu la démultiplier, pour prendre une expression peut-être un peu vulgaire, mais pour se dire le logement c'est d'intérêt public, il faut qu'on puisse aller plus vite sur nos opérations de logement. Moi je suis sur un territoire qui a accueilli les Jeux Olympiques où on a eu des mesures d'urbanisme accélérées pour pouvoir faire des opérations dans des délais records. Eh bien, il faut aussi que en termes d'urbanisme, on ne parle plus d'enchevêtrement ou de succession de procédures, mais qu'on parle en date de livraison d'opération et qu'on s'engage tous sur une opération, elle est lancée, elle sera livrée à telle époque et on se met tous d'accord pour mener toutes nos procédures de manière superposée en temps masqué pour garantir aussi, surtout sur les investisseurs privés, que les délais ne s'envolent pas et que les coûts ne s'envolent pas. Voilà, il y a vraiment un gros travail à faire, mais qui n'est pas impossible à partir du moment où on fait confiance au territoire. Et je crois beaucoup à ce lien de confiance entre l'État et les collectivités locales. Alors, vous venez de parler de simplification des procédures, mais vous avez parlé longuement aussi du financement. Mathieu Auffoch, je me tourne naturellement vers vous. Vous êtes directeur régional de la Banque des Territoires en Bourgogne-Franche-Comté. Une de vos missions, précisément, c'est le financement du logement social. Quels sont les enjeux derrière cette question du financement ? Finalement, les enjeux sont assez simples. C'est qu'il y a une collecte du livret A, livret développement durable, etc., qui est disponible pour accompagner la construction, la réhabilitation, donc le financement du logement social. Je parle logement social parce qu'il n'est pas dans le champ du logement privé où on était un peu plus large tout à l'heure. Je fais bien attention aux propos que je donne. Ça veut dire que cet argent elle est disponible pour être prêté aux bailleurs sociaux et aux porteurs de projets avec cette vocation et avec les logements abordant ces sujets-là. Donc l'accès à la ressource de prêt indexé sur le livret A, elle est disponible. L'année dernière, 20 milliards d'euros ont été prêtés par la Banque des Territoires au monde du logement social. 2023, 13 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire tout ça, ça a abordé 110 000 constructions, 110 000 réhabilitations. C'était le financement à la marge là-dessus. La grande question, et c'est ce qui a été dit avant, c'est qu'il y a dans tout ça, c'est pas ISO. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu de l'inflation, entre-temps, il y a eu un coût du foncier qui était bien plus important, entre-temps, il y a eu plein d'éléments qui sont rentrés avec des coûts d'opération pouvant aller jusqu'à 80 000 euros, voire 90 000 euros de réhabilitation par logement. Ce n'est pas des montants neutres par rapport à ce qu'on disait il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans derrière. Donc on voit que la donne économique, elle est entre guillemets pas simple, mais qu'on essaye, nous, Banque des Territoires, d'apporter des réponses dans le champ qui nous est donné, c'est-à-dire de l'accès à la ressource, de l'accès au renforcement des fonds propres, pour que les bailleurs sociaux puissent faire et les moyens de faire. Ça, c'est quand même un élément clé, un élément qui est porté. Et on essaye aussi, bien sûr, parce qu'on est opérateur, à travers CDC Habitat, à travers Adoma, de différentes actions, de différents portages de logements sociaux dans les villes en fonction d'une politique sur tout le territoire national. Donc c'est ça, nous, notre enjeu, c'est d'être capable de prêter plus sur le logement social, en étant conscient aussi que derrière, d'un temps court qui sont les livrets A, livrets développement durable, etc. derrière, on en fait des prêts très long terme, 40 ans, 50 ans, voire 80 ans maintenant, sur la question du foncier, parce qu'il y a l'appui derrière des collectivités à travers leurs garanties, tout un système que tout le monde connaît bien. Et ça, c'est déjà un élément, entre guillemets, de réponse. Et quand on dit réhabilitation, il y a une chose, moi je dois repenser l'offre pour les populations les plus vulnérables, c'est vrai que déjà traiter l'existant, c'est quand même un élément clé. On doit éradiquer les étiquettes F et G, voire E derrière, on doit le porter. C'est des coûts qui sont astronomiques, qui n'étaient pas prévus, entre guillemets, jusqu'à présent, même si c'était fait au fur et à mesure par les bailleurs sociaux. Mais il y a eu une accélération ces derniers temps, et les événements climatiques nous ont imposé d'y réfléchir encore plus vite, et sur les territoires là-dessus. Autre élément qui est quand même un élément important, c'est que la demande en logement social a plutôt augmenté
sur les territoires. Donc ça veut dire une population éligible qui est de plus en plus importante, donc par définition une demande qui est très forte. Notre deuxième objectif aussi, c'est d'essayer d'accompagner, j'essaie toujours d'être modeste dans nos propos, c'est ma nature et puis c'est la nature de la Banque des Territoires et de l'établissement public qu'on est aussi derrière, finalement c'est toutes les populations vulnérables. Je prends l'action qu'on fait en ce moment sur l'aide sociale à l'enfance, pour loger des enfants. Enfin, on parle vraiment d'un sujet particulier. Je mets de côté tous les éléments PJJ, etc. D'accompagner les départements pour réhabiliter les foyers, d'accompagner SOS Village d'enfants, etc. Pour mettre, c'est un élément important. D'accompagner tout ce qui est logement intermédiaire, qui est un gros développement, les foyers, les résidents jeunes actifs, où il y en a juste à côté d'ici, dans d'anciennes friches, de pouvoir accompagner le vieillissement de la population. Et puis un point qui est important aussi, moi, de mon côté, c'est aussi d'être à l'initiative ou d'accompagner des initiatives. C'est notre rôle aussi d'investisseur qu'on prend derrière. Je prends souvent l'émergence d'Agevi, qui est assez connu, tout ce qui est intergénérationnel derrière. On peut en avoir un avis, on peut avoir plein d'évolutions là-dessus, mais voilà, c'est né sur des territoires par une initiative locale autour de Besançon. Ça s'est développé, ça a construit, ça a essaimé. Troisième chose, que je voulais dire, et pour reprendre l'aspect territorial cette fois, c'est que on prête des fonds, on met à disposition des fonds, mais on travaille surtout en partenariat avec les bailleurs sociaux, avec les collectivités. On est administrateur, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, de tous les bailleurs sociaux. On a ce rôle à travers Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, voire Village d'avenir, d'être ce rôle de conseil d'un établissement public comme le nôtre, et d'être se dire comment on arrive à monter ensemble, et surtout, comment on arrive à coller au mieux à la stratégie des élus locaux. Parce que seul on ne fait rien. Nous, on est un partenaire parmi tant d'autres. On a cité Action Logement. On pourra en citer plein d'autres en parallèle. L'État, bien entendu, à travers les différents modes de financement derrière. Donc voilà, on essaye d'être dans l'accompagnement de cette démarche et de cette volonté en essayant de nous répondre de la manière la plus régulière possible aux évolutions qu'on peut avoir. On avait cette question des fonds propres à un moment dans les différentes opérations. On a essayé d'apporter une réponse là-dessus. On essaye de donner sur certains territoires, je pense notamment à Île-de-France, qui est un peu éloigné mais pas trop quand même d'ici, de cette question de transformation de bureaux en logement. Parce que chaque territoire a sa propre problématique. Vous allez en Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez des problématiques complètement différentes entre Dijon et Nevers, entre Vesoul et Besançon. Mais il faut être capable de s'adapter pour donner les moyens de faire et d'ambitionner une politique justement d'offres pour les populations vulnérables. Et Mathieu Hoffov, dans un contexte quand même de raréfaction des ressources, il y a aussi cette idée d'avoir du financement ciblé et décloisonné, financer des projets qui vont répondre à des besoins pluriels. Oui, tout à fait. Le but, c'est d'avoir une vision globale sur un territoire. On voit bien logement et habitat et quartier, et aménagement de ville et tout ce qui peut aller derrière. Parce que les populations bougent, les besoins bougent, les territoires bougent et évoluent. On a parlé beaucoup de la partie économique et des évolutions économiques des différents territoires. Ce qui est important, c'est de bien dire qu'on essaye de démultiplier. Je crois que monsieur le maire de Châteauroux a cité la question des foncières, de cette réappropriation, entre guillemets, ou de cette redynamisation des centres-villes à travers le programme Action Cœur de Ville, mais voilà, d'avoir pu aussi nous être à l'initiative ou en accompagnement des foncières commerce en disant je prends en compte les foncières commerce, on accompagne les stratégies des territoires, on en a monté avec des 100% privés, on en a monté avec des bailleurs, on en a monté avec d'autres partenaires villes à travers des sociétés d'économie mixte. Madame la maire, je vous vois juste en face. Donc on essaye toujours d'avoir cette réponse-là adaptée au territoire. Et bien sûr, quand on parle du commerce, ça a été très bien dit, on parle des logements qui sont au-dessus, et puis des déplacements, et puis de tout ce qui va derrière, et on tire le fil. Et notre rôle, je prends souvent l'exemple de Saint-Vite, qui est une commune à côté de Besançon, qui est en plein développement, le rôle, c'est d'avoir cet accompagnement global. On voit le maire, il a son projet de territoire. C'est pas nouveau, les projets de territoire, ça date des lois de décentralisation. Voilà, ça date quand même d'il y a quelques temps, c'était les chartes de développement et d'aménagement en son temps. Et c'est de se dire, sur un projet de territoire, comment on peut accompagner de manière globale. Vous prenez l'exemple de Saint-Vite, c'était... on a le maire, on est en rôle de conseil à ses côtés pour dire est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, faire un petit peu d'ingénierie parce qu'il faut peut-être avoir différents éléments. On prend bien sûr toujours la légitimité du territoire et des élus du territoire qui ont la légitimité et qui portent un projet. On tire le fil, on dit il y a un besoin d'un nouveau quartier, ce nouveau quartier va se traduire avec des logements sociaux, avec Neolia, une filiale d'Action Logement, pour créer des logements sociaux qui ne sont pas de 5 étages, mais qui sont plutôt des petites maisons individuelles, parce que c'est ce qui est demandé à ce territoire-là à coller. Et puis derrière, il y a un besoin d'un EHPAD,
avec la mutualité comtoise. Et donc on finance la mutualité comtoise pour faire cet EHPAD. Et puis à côté, il y a des besoins d'école, parce qu'on accueille des nouveaux habitants, il y a une dynamisme, il y a des mouvements avec Besançon, donc il y a ce besoin d'école. Donc on finance les projets du maire à travers l'école, toujours dans notre esprit de transformation énergétique et écologique, et puis de cohésion sociale et territoriale, qui sont les deux piliers forts de la Banque des territoires. Et puis de tout ça, il faut en faire le lien. Parce que de se dire qu'on a un projet là, un projet là, un projet là, ça ne fait pas un lien. Et ça, c'est tout le travail après des acteurs du territoire pour pouvoir créer ce lien et de dire que les élèves de l'école vont aller dans l'EHPAD parce qu'il va y avoir naturellement quelque chose qui va se faire et les habitants vont créer des mouvements. Mais ça, c'est un vrai projet de ville, entre guillemets, qui se fait derrière. Et c'est le rôle de la Banque des territoires, donner les moyens financiers, de conseiller, d'être opérateur, bien entendu, à certains moments, et d'essayer surtout d'être à l'écoute et de répondre souvent positivement, je dis souvent positivement, aux élus de par leur dynamique, mais aussi de se dire derrière, on essaye d'adapter ensemble ce qui peut fonctionner. Le but est d'être là dans un temps très long. Thierry Rampentin, on parle de décloisonnement, de coordination de tous les acteurs. Le Grand Chambéry que vous présidez fait office de modèle en matière de rénovation urbaine et énergétique. Est-ce que pour vous aussi, cette mobilisation coordonnée de tous les acteurs du logement et des territoires et des élus, c'est la clé? Bon, il faut un projet politique qui soit porté par les collectivités locales. C'est la base de tout. Il y a des outils qui existent, mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir de cette boîte à outils. Donc, ce qui compte, c'est le projet, la vision que vous avez sur votre ville ou votre agglomération ou votre communauté de communes. Ensuite, il faut mobiliser tout ce qui est mobilisable. Alors, si on parle de logement, habitat, il y a des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Vous avez le programme PIC pour les copropriétés dégradées. Ça dépend aussi de votre territoire. Ça, c'est de l'accompagnement. Vous avez des choses plus ou moins coercitives. Vous pouvez décider, là où vous voyez qu'il y a de l'inertie en face, de passer par une opération de rénovation immobilière où vous avez prédéterminé des immeubles sur lesquels vous allez, après une enquête publique, dire « je vous oblige à faire les travaux et si vous ne voulez pas, la puissance publique, elle se substitue à la défaillance privée ». Il faut à chaque fois carotte et bâton. Il faut vous assurer, parce que l'acte de rénover, il n'est pas spontané. Il y a des gens qui le font par conscience climatique, ils sont rares. Il y en a qui le font pour se dire je vais consommer moins. Et puis il y en a, ils le font aujourd'hui par obligation, par des textes réglementaires qui font que s'ils ne rénovent pas leurs biens, voilà. Et puis vous avez des gens qui s'en moquent totalement, et vous avez parfois des marchands de sommeil, y compris dans des villes moyennes, et j'en connais quelques-unes. Donc il faut agir avec volontarisme, accompagnement. Donc vous pouvez aussi aider financièrement les copropriétés sur des aides au ravalement de façade, aider les commerces sur des aides au ravalement de vitrines. Vous pouvez, nous on a fait ça, exonérer pendant 3 ans de foncier bâti les gens qui font de la réhabilitation thermique. Bref, on met l'un à côté de l'autre tous les dispositifs qui à un moment font corps pour une politique d'ensemble. Il faut s'assurer que vous ayez bien mobilisé l'ANRU aussi, parce que on peut avoir aussi des territoires anciens et une ZUP en même temps à traiter. Or, c'est du logement et de l'habitat. Et très souvent, d'ailleurs, on l'ignore, mais l'ANA et l'ANRU interviennent de concert sur beaucoup de territoires en France, parce qu'on a cette idée que dans les quartiers d'habitat populaire, c'est surtout du parc HLM qui est en défaillance. C'est totalement faux. La réalité, c'est plutôt des copropriétés qui n'ont pas été entretenues, d'où l'importance, effectivement, de la croissance des crédits en termes de copropriété sur les quartiers en QPV. Mais on a besoin aussi de mettre autour de la table, de créer la confiance et le fait que chacun se sente complémentaire de l'autre et engagé dans le même projet politique. Moi, j'ai besoin, comme élu, de savoir qu'Action Logement sera au rendez-vous pour payer les surcoûts sur la réhabilitation dans le centre ancien, car la réhabilitation dans quartier en PSMV, parfois, coûte 2 fois plus cher, hors maîtrise foncière, juste la réhabilitation, 2 fois plus cher que de la construction nouvelle. C'est pas amortissable. Si vous n'avez pas Action Logement, c'est du logement vacant à vie. Si Action Logement est là, ils apportent la subvention et ils pourront loger des salariés des entreprises locales. Moi, j'ai besoin de la Banque de territoire
pour recapitaliser ma SEM, qui va être mon outil opérationnel, cette SEM qui va ensuite acheter des cellules de commerce vacants, les rénover, les restructurer et les remettre sur le marché pour des nouveaux commerçants qui ont besoin de s'installer, en sachant que le taux de rentabilité interne, il va tourner aux alentours de 3 ou 4%. Ça veut dire que vous n'avez jamais un opérateur privé qui vient à moins de 6%. Donc si je n'ai pas la Banque des Territoires qui accepte de recapitaliser... Non mais c'est la réalité. Oui. C'est tous ces outils, les uns à côté des autres, qui font que ça peut marcher au-delà de la volonté. Et puis, j'en finirai par là, tout ça ne marche pas si effectivement vous n'avez pas l'ANRU qui est en capacité de nous accompagner sur la restructuration urbaine, y compris sur des choses qui sont engagées. Vous ne pouvez rien faire si l'ANA n'est pas en capacité d'accompagner des réhabilitations qui coûtent très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des ménages qui ne sont pas en capacité d'assumer. Et je pense notamment aux 6 premiers déciles de la population par revenu. Si vous n'avez pas un accompagnement qui fait effet levier, les choses ne se feront pas. J'ai besoin aussi que la Caisse des dépôts et consignations continue à travers la Banque des Territoires à se dire, moi je suis intéressé par la redynamisation commerciale, parce que la redynamisation commerciale va entraîner aussi un appétit pour le logement vacant qui est dans le périmètre. Je dis ça parce qu'on ne connaît pas toujours le rôle d'opérateurs, d'agences, qui, si elles venaient être affaiblies dans les temps qui viennent, remettrait quand même substantiellement en cause ce qui nous unit ici, qui est le développement de nos territoires respectifs. Merci beaucoup Thierry Repentin. Je voudrais juste vous faire rebondir, Florent Trublet et Mathieu Hoffovre, sur cette mobilisation coordonnée des différents acteurs. Et puis, comment vous travaillez ensemble? Thierry Repentin nous l'a dit, j'ai besoin de vous. Est-ce que également vous lui dites, on a besoin de vous? Et comment vous travaillez ensemble actuellement? Et je crois que Thierry Repentin, vous devez... Oui, on vous libère. Alors, c'est incontournable. Comme vient de le dire Thierry Repentin, il faut un chef de file. Très souvent, c'est la collectivité. Enfin, j'ai envie de dire, je ne connais pas d'autres options. Et finalement, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais on a tous une part de la solution. Ou en tout cas, chacun de notre côté, on peut apporter notre brique. Action Logement n'a pas la réponse à tout, n'a pas la solution à tout. Par contre, si nous, on ne l'a pas, peut-être que l'ANA va l'avoir. Peut-être que la Banque des Territoires va l'avoir. Donc ça implique que l'on travaille tous ensemble pour pouvoir faire phosphorer nos complémentarités et de trouver des solutions ou construire, le cas échéant, des solutions pour rendre les projets possibles. Mathieu Hoffovre. Oui, pour rebondir rapidement, je pense que ce qui a été dit résume bien les choses. Je pense que 2 petites choses. La première, c'est retourner aussi, entre guillemets, ce qui a été dit, en disant, nous, on a besoin des élus pour porter encore plus fortement des sujets. Beaucoup de choses sont faites. On connaît toute la complexité dans le contexte actuel. Mais honnêtement, on a toujours répondu. On est des fois il peut y avoir des débats sur on est compliqué, pas compliqué, mais le but est toujours de faire avancer les territoires. Et ça, c'est quand même clé. Donc, plus on a des politiques ambitieuses en termes de réhabilitation énergétique, de construction de logement, je sais qu'il peut y avoir plus de sujets en fonction de la population, de l'évolution du logement, etc. derrière, plus on sera toujours aux côtés des élus qui ont ces programmes. C'était la grande force des programmes Action Cœur des programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, etc. C'était de redynamiser ça. Et puis le deuxième sujet, c'est une réponse entre guillemets à votre question, c'est qu'à partir du moment où on travaille pour l'intérêt général et l'intérêt de nos territoires, on est tous main dans la main et on a tous le même objectif qui est fixé. Et donc on le voit bien, monsieur le maire de Chambéry rappelait du taux de rentabilité et tous les éléments là, mais les solutions sont trouvées pour avancer, pour faire et pour donner les moyens de faire derrière. Et après, il faut voir l'évolution sur les territoires. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Peut-être on peut prendre 2 questions. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question ? Vous pouvez lever la main et une hôtesse viendra vous donner le micro. Eh bien, parfait. Alors, attendez, on va vous donner le micro. Oui, je voudrais simplement demander à monsieur le préfet de la Haute-Saône,
Est-ce qu'il serait possible, j'en parlais Christophe Bouillon, là, est-ce qu'il serait possible d'avoir votre dispositif et de le dupliquer dans les autres départements de la Bourgogne-Franche-Comté? J'en serais infiniment fier Voilà. si on pouvait le dupliquer et surtout l'adapter. Oui, dupliquer, adapter, évidemment. Parce que derrière, il y a un porteur de projet, il y a certaines complexités techniques, administratives. C'est tout l'intérêt, je parle sous le contrôle des membres de la NCT ici présents, de l'incubateur, c'est-à-dire ils ont pensé un dispositif, on l'a adapté au terreau, au saunois, et ensuite on en redistribuera très volontiers les petites graines. Donc on peut suggérer à votre collègue préfet de Saône-et-Loire, Yves Ségui, de se rapprocher de vous, ou on se rapproche en direct de vous. Moi, je suis maire en Saône-et-Loire, et ça serait bien que... Et présidente des maires de Saône-et-Loire, d'ailleurs. Il participe à la prochaine table ronde, je confirme. On le bloquera dans un coin tous les deux, donc ça marchera très bien. Parfait, je suis partante, merci. Merci beaucoup. Qui veut poser la deuxième question ? Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Bravo. Et donc la prochaine conférence démarrera à 15h15 autour de l'intelligence artificielle, opportunités ou menaces pour la résilience des territoires. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.